Bonjour à tous, bienvenue sur le Figaro TV. Faut-il faire des référendums pour être une bonne démocratie? C'est le point de vue du jeune et brillant essayiste Raphaël Dohan. Ce spécialiste de Rome et d'Athènes vient de signer un essai stimulant et un brin provoque. Il est l'invité de Point de vue. À l'heure où l'Ukraine et la Russie peinent à discuter de la résolution d'un conflit qui les oppose maintenant depuis 12 ans, à l'heure où l'un des principaux problèmes consiste à savoir quelles seraient les nouvelles frontières à l'issue d'une négociation. Un livre fait le point sur cette question des frontières et un des auteurs va nous expliquer sa thèse et bien évidemment son point de vue. Mais d'abord, on va aller dans le 8e arrondissement de Paris, rue de Lisbonne. C'est là que se trouve l'ambassade d'Algérie. Bonjour à Timothée Delem. Cela fait 6 mois que l'écrivain Boualem Sansal croupit entre les murs des hôpitaux et des prisons de la banlieue d'Alger, et ses amis ont choisi de se mobiliser là où vous êtes, devant l'ambassade d'Algérie ce matin. Ah oui, tout à fait Vincent, et c'est extrêmement symbolique bien évidemment devant cette ambassade. Vous la voyez, l'ambassade d'Algérie en France, même si vous le savez, il n'y a plus d'ambassadeur ici depuis l'été dernier. Les membres ici du comité de soutien de Boualem Sansal réclament toujours évidemment sa libération immédiate. Ils réclament également qu'une mission de santé soit dépêchée sur place pour venir en aide à l'écrivain franco-algérien qui est détenu et qui est malade, comme nous le savons, qui est détenu depuis 6 mois, 181 jours maintenant de détention, ce que réclame également ici le comité de soutien. Une prise de parole vient de se dérouler il y a un instant. Noël Lenoir, président de ce comité de soutien, réclame qu'un avocat puisse être dépêché sur place pour défendre Boualem Sansal. Et puis également une autre demande un peu symbolique qui est faite ce matin, que Boualem Sansal soit déclaré citoyen d'honneur de la ville de Paris, avec peut-être une grande pancarte, grande banderole, son visage qui pourrait être déployé sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est en tous les cas ce que réclame le comité de soutien. Vous les voyez, ils sont ici. Un certain nombre de personnalités, Arnaud Benedetti, fondateur de ce comité de soutien, Pascal Bruckner, le philosophe, Jean-Michel Blanquer également, ancien ministre de l'Éducation nationale, et puis je le disais, Noël Lenoir, qui préside ce comité de soutien, qui est une ancienne ministre des Affaires européennes. Voilà, ici en tous les cas pour ce rassemblement, on va aller également les interroger pour comprendre quel est leur état d'esprit maintenant, 6 mois jour pour jour après le début de la détention de Boualem Sansal en Algérie. Merci beaucoup Timothée, et on vous retrouve justement dans le courant de cette émission, et on retrouve également les responsables de ce comité de soutien pour Boualem Sansal, 181 jours de détention maintenant. Bonjour Raphaël Dohan. Est-ce que l'Algérie est une démocratie ? Je ne crois pas, à plusieurs titres d'ailleurs. Pourtant, les gens votent. Les gens votent, mais il ne suffit pas de voter pour être une démocratie. C'est d'ailleurs une des thèses que je présente dans ce livre. Et la France ? Alors la France, donc le titre de mon livre étant « Faire de la France une démocratie », oui. Vous comprenez que je trouvais ça effectivement, comme j'ai dit dans le sommaire, un brin provoque. Un brin provoque que la France ne soit pas une démocratie. En fait, je prends la démocratie, le mot démocratie, dans son sens le plus littéral et presque étymologique, en tout cas historique, qui est celui du mot grec qui veut dire pouvoir du peuple. Et de fait, à Athènes, pour parler de la grande démocratie du monde grec antique, ça avait un sens très précis d'être une démocratie, c'était que le peuple, donc les citoyens assemblés, faisaient eux-mêmes les lois. Ils ne déléguaient pas ce pouvoir à des représentants comme nous le faisons. Et mon idée de départ, c'est qu'un citoyen grec athénien qui se serait retrouvé projeté par une machine à remonter le temps en France en 2025 n'aurait pas du tout trouvé que notre régime est une démocratie. Mais là, vous posez la question de la différence entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Vous signez un ouvrage absolument passionnant. Votre thèse est simple, c'est que notre démocratie est dévoyée par une représentativité biaisée, et pour en sortir, dites-vous, il faut revenir à la démocratie directe et au référendum. Cette semaine, à Sciences Po, le ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui est quand même un démocrate, a mis en garde contre les dangers de la démocratie directe, en employant vraiment cette expression, concept pourtant que vous défendez tout au long de vos pages, en disant que cette démocratie
direct ne permet pas un discernement durable. Il a pris l'exemple de la peine de mort et disant il suffit qu'il y ait un fait divers horrible, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, et vous aurez une opinion chauffée à blanc qui sera favorable dans l'immédiat à la peine de mort, et puis le lendemain ou quelques jours plus tard qui n'y sera plus favorable. Est-ce que il n'y a pas un véritable danger et une question subsidiaire, un danger que des gens qui ne soient pas forcément spécialisés dans une question puissent se prononcer sur des domaines qu'ils connaissent moins? J'ai jamais été vraiment sensible à cet argument parce que je trouve que la démocratie représentative, si on emploie ce terme-là, en tout cas le Parlement, peut subir les mêmes reproches. Il arrive quand même très souvent aussi que des parlementaires votent des lois pour réagir à un fait divers, votent des lois qui contredisent des lois précédentes. Je ne pense pas que ce soit spécifiquement le peuple assemblé votant lors d'un référendum qui soit soumis à ce genre de pression à la fois morale et médiatique, d'autant plus qu'un référendum, on l'oublie un peu trop, c'est précédé d'une campagne référendaire qui permet d'aller pendant plusieurs mois sur le fond des sujets, de débattre aussi d'une proposition de loi ou d'un projet de loi. Puis à la fin, vous avez un président de la République qui joue les mourants dans un grand débat, qui a un cancer de la prostate et qui remporte d'un chouïa l'élection. Ça s'est vu en 1992. Ou bien vous avez la variante 2005, un référendum quasiment en tout cas sur les mêmes sujets, où vous avez une majorité de la population qui vote et le référendum qui n'est pas le vote qui n'est pas du tout respecté et qui va être contredit après. Alors le deuxième point, c'est effectivement un des grands problèmes, mais ça, je dirais pas que c'est la faute du référendum si ensuite le Parlement vote quelque chose de contraire à ce que les Français ont décidé. Par contre, sur le premier point, je trouve que justement les deux référendums auxquels vous faites allusion, en 92 et en 2005, ont été des moments de vrais et intéressants débats sur la construction européenne. On a posé des questions. On a vraiment posé des questions et les Français ils se sont prononcés sur ces questions. Des questions de fond. Mais je reprends un autre exemple. Référendum 1969. À peu près les consensus historiques maintenant pour dire que en réalité, les Français étaient favorables aux réformes que proposait le général de Gaulle, la participation, la suppression du Sénat, la régionalisation. Or, ils ont voté contre pour faire partir le général de Gaulle. Oui, mais alors ça, c'est un cas justement très particulier, parce que le général de Gaulle avait lui-même porté l'enjeu sur sa propre personne et sur son destin à lui. Il avait quand même dit à la télé, explicitement, je partirai si jamais vous me dites non à ce référendum, et en fait, tout le monde avait compris que la vraie question qu'il posait, c'était aussi celle-là. Et donc, je pense qu'on ne peut pas apporter cette critique à l'ensemble des autres référendums. Et pourtant, vous expliquez très bien dans votre livre que si le référendum a mauvaise presse, c'est lié au bonapartisme et à l'autoritarisme, c'est-à-dire c'est lié à cette pratique qu'ont eu les Bonaparte de faire voter le peuple, de faire ratifier le peuple, de faire, en tout cas, de demander au peuple de ratifier des choix, en particulier le coup d'État de 1852 par Napoléon Bonaparte. Est-ce que justement la question du référendum et du plébiscite ne sont pas intimement liées? Elles peuvent être liées, mais je pense qu'elles le sont plus... d'ailleurs que c'est le général de Gaulle qui a rétabli le référendum. Absolument. Je pense qu'elles sont plus liées dans l'état d'esprit en fait, des républicains de la Troisième République que dans le référendum lui-même. Effectivement, la Troisième République s'est construite en opposition intégrale quasiment au Second Empire. Et donc avait associé l'idée du référendum qu'avait pratiqué Napoléon III et puis avant lui Napoléon Ier à la construction impériale, disons. Je ne pense pas du tout que ce soit une nécessité, évidemment. Je ne pense pas qu'un référendum mène nécessairement à l'arrivée d'un nouvel empereur. Et je pense que la Troisième République a été un peu trop loin dans cette direction anti-référendaire, dans ce sens. Mais d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait nouveau, parce qu'en fait, ils ont aussi pris le relais d'une grande partie des révolutionnaires de 1789, puisque parmi eux, la plupart d'entre eux, comme d'ailleurs beaucoup de philosophes des Lumières, ne croyaient pas vraiment à la démocratie au sens propre. Il n'y avait que Condorcet qui était l'un des vrais défenseurs de la démocratie directe. Oui, c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une part... La Révolution française, ceux qui ont mené la Révolution française ne croient pas à la démocratie. C'est un des points très intéressants de votre livre. En fait, aujourd'hui, quasiment tout le monde se dit démocrate, aujourd'hui, parce qu'on a tendance à penser que la démocratie, si on n'est pas démocrate, alors ça veut dire qu'on est pour la dictature ou le totalitarisme. Alors qu'en fait, pour la philosophie classique, alors ça va de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, en fait, les philosophes voient plusieurs types de régimes politiques, chacun a ses mérites et ses inconvénients, et la démocratie est un d'entre eux, mais n'est pas nécessairement la condition sine qua non de la liberté politique ou du bien en politique. Platon, évidemment, n'est pas démocrate, mais encore Montesquieu, dont on a tiré l'idée de la séparation des pouvoirs,
en fait, n'est pas spécialement favorable à la démocratie. Il fait une typologie des régimes, il parle de la monarchie, du despotisme, de la République, et dans la République elle-même, il distingue la démocratie et l'aristocratie, qui est le gouvernement des meilleurs. La démocratie, pour les révolutionnaires et les philosophes de l'époque, n'est pas vraiment le meilleur choix, et notamment pour une raison en fait très matérielle, qui est qu'ils pensent que c'est trop compliqué à organiser dans un État plus grand qu'une cité grecque, précisément. Alors, est-ce que justement, c'est pas ça le problème des référendums? Est-ce que le problème des référendums, c'est pas que on peut l'avoir dans des contextes effectivement limités, ou en tous les cas des États de petite taille, sans vouloir leur faire injure à nos amis suisses, mais belges par exemple, et c'est plus compliqué pour un peuple de 65 millions d'habitants. Alors c'est un argument qui, je trouve, vaut pour la démocratie directe pure, disons, celle que pratiquaient par exemple les Athéniens, parce qu'effectivement, là, toutes les lois sont votées directement par l'Assemblée des citoyens, c'est-à-dire qu'on demande aux citoyens de venir très régulièrement voter toutes les lois eux-mêmes. Ça, bien sûr, on ne peut pas demander à tous les électeurs français d'aller voter absolument tout ce sur quoi se prononce le Parlement aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, ce qu'on peut envisager, c'est en fait un régime mixte. Mais d'ailleurs, une grande partie de la philosophie classique a toujours dit que les meilleurs régimes politiques étaient ceux qui prenaient un peu à la monarchie, un peu à l'aristocratie, un peu à la démocratie. Insiste d'ailleurs par rapport à ça, vous le répétez, c'est effectivement ça dès le début de votre ouvrage. Ça voulait dire que les régimes avant la Révolution française pratiquaient ce triptyque. Alors un petit peu, dans certaines mesures, oui. La part démocratique, il y avait de la démocratie dans la monarchie, dans ce régime ? Assez peu. Il y avait de la démocratie parfois au niveau communal, notamment au Moyen-Âge. Il y a la Renaissance, il y a plusieurs villes en Europe qui s'organisent sous un mode démocratique. Même la République romaine, d'ailleurs, dans l'Antiquité, était un régime aussi mixte qui avait aussi une part de démocratie, malgré le fait qu'il y avait des consuls et un sénat. Il y avait aussi des votes qui étaient faits par l'ensemble des citoyens. En France aujourd'hui, le référendum, finalement, c'est une bonne manière d'arriver à cet équilibre, puisque précisément, on ne demande pas aux gens de se prononcer sur toutes les lois, mais seulement sur les plus importantes. Alors, on va y revenir. Et il y a un point très intéressant que vous soulignez, qui est lié à celui que vous avez évoqué sur le refus de la Troisième République ou de la Révolution française de ce recours au référendum. Vous dites que ces régimes effectivement, ont refusé le référendum car la masse des votes aurait submergé les minorités agissantes au pouvoir. En gros, vous dites, si on avait fait un référendum au moment de la Révolution française, la masse de la population française aurait été conservatrice et aurait effectivement stoppé net les embardés des enragés, des montagnards et des jacobins qui ont quand même mené cette Révolution française. Et vous ne le dites pas, mais c'est la question, moi ça m'est revenu également à l'esprit, l'une des raisons, en tous les cas, pour lesquelles la Troisième République n'a jamais voulu le vote des femmes, c'était par crainte que les femmes votent à l'inverse d'aujourd'hui, mais à l'époque, de manière beaucoup plus conservatrice, ce qui aurait fait voler en éclats la République radicale. Oui, et souvent des opposants à la démocratie directe, ou en tout cas même au suffrage universel, qui le sont parce qu'ils en fait, sont gênés par le résultat que ça pourrait avoir d'un point de vue politique. Et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que Emmanuel Macron a refusé l'éventualité d'un référendum pour les retraites, et il me semble également sur Arcelor? Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Alors, ça dépend si on parle de son point de vue tactique ou du point de vue des institutions françaises. Je pense qu'il a tort, en fait, à la fois pour lui et pour la France, de ne pas utiliser cet outil qu'est le référendum comme un outil de gouvernement. Depuis qu'il a réalisé cette fameuse dissolution et que l'Assemblée est quasiment incapable d'agir parce qu'elle est divisée en 3 tiers qui ne peuvent pas s'entendre sur des actions et des réformes de fond, il restait un seul outil pour gouverner à Emmanuel Macron, c'était justement le référendum, qui permet d'adopter directement des réformes et des lois en le demandant aux Français. Mais c'est compliqué politiquement pour lui aujourd'hui parce qu'il arrive après déjà un mandat et demi où il est censé avoir agi sur ces différents sujets. Le fait de ne pas vouloir faire un référendum sur ces questions, notamment sur les retraites, sur l'immigration, vous l'attribuez au fait que la réponse à ce référendum pourrait être prise comme une attaque contre lui? Il y a 3 raisons, je dirais. La première raison, elle est juridique, c'est que le champ de l'article 11 de notre Constitution, qui est l'article qui gouverne les règles du référendum, est en fait assez limité dans les objets qu'on peut soumettre à référendum. L'immigration
c'est un débat juridique, mais c'est vrai probablement qu'une partie des sujets liés à l'immigration ne pourrait pas être soumis en l'état actuel du droit à référendum. Donc je plaide dans le livre pour qu'on élargisse ce champ. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, c'est notamment les politiques sociales, économiques, sociales, environnementales qui peuvent être soumises à référendum, sans parler des autres points. Mais et l'immigration, il y a évidemment des aspects qui concernent la politique sociale, mais il y a aussi des aspects purement, disons, régaliens, des questions sur le droit au séjour. Et donc le régalien, le droit au séjour ne peut pas être soumis à référendum. Aujourd'hui, dans l'état actuel de la rédaction de l'article 11, c'est pas évident, effectivement. Alors, sachant que c'est le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer là-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée, dans ce cas-là, d'envisager un référendum sur la fin de vie ? Et c'est une autre question, d'ailleurs, juridiquement, c'est même pas si évident que ça, qu'on puisse, en l'état actuel du droit, l'intégrer. Alors après, pour revenir sur la question précédente, il y a aussi effectivement alors, le risque que le référendum se transforme, non pas en plébiscite, mais en anti-plébiscite, finalement, contre Emmanuel Macron. Je pense que, d'ailleurs, l'idée qu'il avait un peu évoquée, même sans grande précision, de faire plusieurs référendums, c'est-à-dire plusieurs projets de loi soumis lors du même scrutin aux électeurs, ce serait de nature, effectivement, à écarter la question de la personne du président et de recentrer le débat sur les vraies questions. On a déjà vu des référendums à choix multiples. Oui, aux États-Unis, par exemple, au moment des élections. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup, notamment lors des dernières élections présidentielles, et ça se fait même en même temps que d'autres élections. Vous faites un comparatif d'ailleurs avec les pays étrangers. Vous avez une formule très amusante, c'est-à-dire qu'en France, pour faire passer une réforme, il faut toujours dire que ça se fait d'abord à l'étranger. On a du mal à être pionnier. Il y a pas mal de punchlines, c'est très intéressant. Elles sont bien senties. En tout cas, elles sont très intéressantes. Je les ai trouvées très profondes. Mais question par rapport à ce qui se fait justement à l'étranger, à ce qui se fait notamment aux États-Unis. Est-ce que ces référendums, l'une des critiques qui est faite, c'est que généralement, par exemple en Suisse, on vote tellement qu'à la fin, les gens ne vont plus voter. Est-ce que le risque de recourir très souvent au référendum, c'est pas celui-là, dans un pays où déjà on s'abstient pas mal? C'est le cas si jamais on le fait vraiment trop fréquemment et sur des sujets un peu anecdotiques. Mais c'était déjà le cas d'ailleurs à Athènes dans l'Antiquité. D'ailleurs, on l'avait vu au moment sur le référendum sur le quinquennat ou le référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie 1988, on avait vu des records d'abstention. Ce qui montre aussi qu'il y a des sujets sur lesquels les gens finalement considèrent que c'est pas si important que ça. Mais je pense que ça dépend précisément énormément du sujet en réalité. Et on voit en Suisse par exemple que le taux de participation il est très variable précisément selon les thèmes qui sont abordés. Quels seraient les référendums urgents aujourd'hui selon vous? Il y en a beaucoup, et si on s'abstrait, disons, de la situation politique conjoncturelle et de celle d'Emmanuel Macron, les premiers sujets importants, je trouve, ce serait à la fois sur le travail. D'ailleurs, ça avait été abordé par le président de la République. Quelle serait la question, par exemple? Alors, encore une fois, ce n'est pas des questions finalement qu'il faut poser, ce serait une réforme à proposer dans un projet de loi et soumettre ce projet de loi à approbation ou pas par la population. Sur le temps de travail, par exemple? Donc ça peut être sur le temps de travail, mais ça peut être aussi sur le financement de la protection sociale, ça peut être sur les charges sociales. Bon, il y a plein de choses qui pourraient être cumulées là-dessus. Il y a évidemment le sujet de l'immigration, qui est un sujet qu'on n'a jamais vraiment fait trancher aux électeurs, parce que c'est bien beau de faire des élections représentatives comme les élections législatives ou présidentielles, mais ça implique de se prononcer à la fois sur une personne et sur un programme complet. Donc on n'a jamais vraiment su ce que les Français... On sait un peu par les sondages et les enquêtes d'opinion, mais on leur a jamais demandé de se prononcer vraiment sur la politique d'immigration. Ce qui là aussi implique un ensemble de mesures faisant partie d'un projet de loi. Et je pense également à la question de l'énergie, puisque là aussi c'est quelque chose de fondamental, et sur le nucléaire en particulier, il y aura une légitimité à trouver pour accélérer sur cette question. Faire de la France une démocratie, on est pour, on est contre, c'est absolument passionnant, très très stimulant, très intelligent, ça c'est normal connaissant la personnalité de l'auteur. C'est aux éditions Passé Composé, vous avez vu, c'est pas long, donc c'est vraiment à lire et c'est très très intéressant. Merci beaucoup Raphaël Dohan. Déjà quand on vous entend pendant un quart d'heure, on commence à réfléchir, peut-être à évoluer sur certaines positions. Donc, vous pouvez imaginer, en lisant ce livre très court et très, très instructif, avec notamment très érudit également, en ayant effectivement des méditations sur ce qui s'est passé à Rome et à Athènes. C'est absolument passionnant. C'est aux éditions donc Passé Composé. Merci beaucoup. On va retourner devant l'ambassade d'Algérie à Paris. Timothée Delem, qu'espèrent aujourd'hui les amis de Boualem Sansal? Eh bien Vincent, il demande toujours évidemment sa libération immédiate. Il demande également, je vous le disais tout à l'heure, qu'une mission soit dépêchée sur place, une mission de santé évidemment pour venir en aide à Boualem Sansal. Je suis avec Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, membre de ce comité de soutien. Bonjour Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. C'était important pour vous de vous réunir ce matin devant l'ambassade d'ailleurs d'Algérie en France, c'est évidemment très symbolique.
Oui, puisque c'est l'occasion de donner un message non seulement au pouvoir algérien, mais je dirais à l'ensemble de l'opinion publique. Mais vous l'avez dit ce matin, vous interpellez aujourd'hui le président Tebboune directement. Oui, mais au travers du président Tebboune, l'opinion algérienne et l'opinion publique internationale. Puisque ce que j'ai souligné ce matin, c'est que c'est une affaire qui n'est pas simplement franco-algérienne. C'est une affaire qui est universelle parce qu'elle tient en une phrase. On a emprisonné un homme à raison de ses idées, et cet homme en plus a 80 ans et est malade. Donc ça heurte la conscience internationale. C'est une affaire qui se situe dans la ligne historique de Socrate au capitaine Dreyfus, en passant par tous ceux qui ont été emprisonnés, voire tués pour leurs idées. Vous disiez ce matin lors de cette prise de parole qu'aujourd'hui Boualem Sansal, c'est le Voltaire, le Diderot de l'Algérie. C'est très fort comme déclaration. Je l'ai dit aussi de Kamel Daoud, les deux, et ce pour l'histoire. Autrement dit, si le pouvoir algérien prend la responsabilité d'avoir un jour le sang de Boualem Sansal sur les mains, ce sera une tâche éternelle, historique. Et c'est d'une certaine façon avec cette recommandation que nous parlons aussi. Et puis, ce que j'ai voulu souligner, c'est que d'autres pays que la France se mobilisent. Dans quelques heures, nous aurons une pétition franco-allemande avec des intellectuels allemands de premier plan, l'Académie franco-allemande qui a été mobilisée notamment par Matthias Fekl et qui fait que nous verrons que cette opinion publique allemande aussi se mobilise pour Boualem Sansal. Et je l'espère, les pouvoirs publics allemands. Et donc le citoyen européen aussi qui est Boualem Sansal, qui est concerné par cette affaire. Et puis les Tchèques viennent de remettre au travers de leur association des écrivains le prix très prestigieux de la liberté d'expression. Le pays de Václav Havel, là aussi, est mobilisé sur le sujet. Et ça va aller de plus en plus fort. C'est le cas des écrivains latino-américains que j'ai mobilisés aussi pour Boualem Sansal. Et donc, plus le pouvoir algérien attend, plus il aura cette mobilisation internationale face à lui. Est-ce que ça fonctionne, M. Blanquer? Parce que c'est vrai que ça fait maintenant 6 mois, jour pour jour, qu'il est détenu. On attend, on espère bien évidemment sa libération, mais on voit que pour le moment, on est quand même complètement dans une impasse. Oui, nous voyons que la douceur paye peu en ces matières. Il faut donc que la France fasse valoir sa force. Vous savez, on est dans une démocratie face à un autoritarisme. Les autoritarismes utilisent les armes de la démocratie contre la démocratie. Vous avez aujourd'hui de véritables proxys de l'Algérie en France qui relaient le pouvoir algérien contre la liberté, y compris sur le territoire français. Puisque vous avez Kamel Daoud qui est en situation d'être littéralement persécuté. Kamel Daoud, effectivement, le gouvernement algérien a émis un mandat d'arrêt international contre lui. C'est gravissime. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que vous avez un mandat d'arrêt international contre un écrivain à raison de ce qu'il a écrit. C'est quelque chose de honteux, c'est de la persécution. Et vous avez donc des deux côtés de la Méditerranée un écrivain qui est emprisonné dans un régime autoritaire. De l'autre côté de la Méditerranée, un écrivain d'origine algérienne, franco-algérien comme Boualem Sansal, je parle de Kamel Daoud, qui a le prix Goncourt, qui est un très grand écrivain de notre époque, qui lui-même est en quelque sorte persécuté au quotidien de façon judiciaire et médiatique. Tous ceux qui relaient cela prennent une responsabilité historique très grave. Que dirions-nous si, du temps du général Pinochet, nous avions eu en France des relais du général Pinochet pour, judiciairement ou médiatiquement, harceler un résistant au général Pinochet? Est-ce que le gouvernement français... La responsabilité des journaux, des intellectuels français, pour littéralement faire honte à ceux qui relaient cela. Et la démocratie est parfois en situation de faiblesse face à l'autoritarisme, et c'est qu'en réagissant comme nous le faisons maintenant, et en appelant la France à tenir le discours qu'il convient, eh bien que nous pourrons espérer avoir la libération de Justement, M. Blanquer, la responsabilité des journaux, des médias, des intellectuels, la responsabilité des politiques également. Est-ce que le gouvernement français est quelque part complice de la détention de Boualem Sansal en ne durcissant pas suffisamment le ton? En tous les cas, c'est un discours qu'on entend. Le mot complice serait évidemment beaucoup trop fort. En revanche, on peut se demander si la méthode utilisée est la bonne méthode. À ce stade, je ne le crois pas. C'est pour ça que pour ces 6 mois de détention de Boualem Sansal, nous voulons marquer quelque chose de fort, d'autant plus qu'il y a eu de nouveau des mesures anti-françaises du pouvoir algérien. On voit bien que ce qui est nécessaire maintenant, c'est de parler un langage concret de fermeté, notamment au titre des visas que nous accordons aux Algériens, au titre des avantages que la nomenclature algérienne peut avoir en France. Toutes ces choses-là sont des leviers d'action de la France. Faisons-les fonctionner, ces leviers, pour que enfin cesse cette asymétrie
pas seulement entre l'Algérie et la France, mais entre un autoritarisme et une démocratie. Et donc c'est un des cas, pas le seul. Nous avons le cas de Français qui sont emprisonnés en Iran, où à juste titre la France, et là je salue ce qu'a fait le gouvernement, vient de porter plainte devant la Cour de justice internationale. Et justement, vous réclamez que la France fasse de même avec Boualem Sansal? La France doit développer tous les outils internationaux valides pour faire respecter les droits de l'homme. Tous les jours, nous avons des arrêts qui valent pour la France en matière de respect des droits de l'homme, alors que nous sommes un pays qui respecte fortement les droits de l'homme. Et il faut évidemment que cette logique-là s'applique pour la libération de Boualem Sansal. L'Algérie est malheureusement, et je dis malheureusement parce que j'aime l'Algérie et que je veux le bien de l'Algérie, et j'aime les Algériens, et j'ai un immense malheur pour les Algériens qui vivent dans cette situation. Donc malheureusement, l'Algérie est un pays qui s'isole de plus en plus, dans une espèce de surenchère d'agressivité, que ce soit avec tout dernièrement par exemple les Émirats Arabes Unis, le Maroc bien entendu, mais aussi le Mali, bref, et la France, n'en parlons pas. Donc ils vont se fâcher avec le monde entier, en ayant raison seul contre tous, en trouvant que c'est bien d'emprisonner un écrivain pour ce qu'il a écrit. Il y a un moment où ça doit cesser, c'est forcément l'opinion publique algérienne en tant qu'elle puisse exister, puisqu'ils vivent dans un régime qui n'est pas démocratique, donc c'est très dur aujourd'hui. Et donc je ne pense pas seulement à Boualem Sansal et à Kamel Daoud, qui sont évidemment au cœur de nos préoccupations, mais à tous ceux qui leur ressemblent et qui sont nombreux en Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas, M. Blanquer, que quoi qu'il advienne de cette situation pour Boualem Sansal, eh bien, ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment, va avoir des conséquences durables dans les relations bilatérales entre la France et l'Algérie? Oui, en même temps, cette relation n'était pas bonne, pour des raisons, il faut le dire, qui tiennent à l'Algérie. Le président Macron a fait tout ce qu'il a pu pour, et peut-être en se trompant de stratégie d'ailleurs, mais en tout cas, il a fait tout ce qu'il a pu. On ne peut pas dire qu'il n'a pas eu une immense bonne volonté pour que cette relation soit bonne. Et puis, soyons clairs, tous les Français ont envie d'une relation apaisée, positive avec l'Algérie. C'est un pays avec lequel nous avons tant à faire. C'est un pays magnifique. Les Algériens ont une culture exceptionnelle, un potentiel. C'est le plus grand pays d'Afrique. Et tout ce potentiel est aujourd'hui comme contenu, comme empêché par les atteintes aux libertés. Et les relations entre nos deux pays sont au point mort aujourd'hui? Oui, elles sont évidemment au point mort, pire que le point mort même, et dans une régression perpétuelle qui n'a pas de sens. Mais ça s'inscrit dans la surenchère générale qui vaut avec d'autres pays. J'ai cité le Maroc ou les Émirats, mais une bonne partie du monde arabe. L'Algérie s'isole. Cela fera dans le futur, si personne ne réagit, le jeu des islamistes qui sont à l'affût et vis-à-vis desquels il y a déjà beaucoup de compromis aujourd'hui. Et donc il faut, si vous voulez, on ne peut pas assister passivement à tout cela. Moi je veux, dans l'époque qui est la nôtre, être un défenseur de la démocratie et l'être de manière très concrète et ne pas ne succomber à aucune lâcheté par rapport à ça. Donc il faut nommer les choses, le faire calmement, de façon équilibrée, mais le dire et le faire, sinon la démocratie reculera, non seulement dans le monde, mais aussi dans notre pays. Vous croyez encore très rapidement à la libération dans un court délai de Boualem Sansal? C'est vrai qu'on a du mal à être optimiste. Il y a 2 mois, nous avions un petit optimisme, donc ça montre qu'il y a parfois des fenêtres possibles. Je veux être optimiste, c'est difficile de l'être. Est-ce qu'on a le sentiment que la situation est encore pire aujourd'hui en réalité qu'elle ne l'était il y a quelques mois? Oui, du fait d'évolution interne de l'Algérie, la France n'a rien fait qui justifie. Au contraire, il y a eu des gestes d'apaisement importants. Le ministre des Affaires étrangères y est allé, ça n'a finalement servi à rien. Donc finalement, ce qui sont des gestes d'amitié sont perçus comme des gestes de faiblesse. Tirons-en les conséquences, non pas pour être dans l'inverse de l'amitié, mais pour être dans la clarté, la fermeté, la simplicité, en disant il y a des valeurs démocratiques que nous partageons, nous n'acceptons pas d'être insultés, il faut en finir avec la rente mémorielle qui permet n'importe quoi de la part du gouvernement algérien. Et celui qui dit le mieux ce que je suis en train de vous dire, celui qui l'a très très bien dit, c'est Boualem Sansal. C'est bien pour ça qu'il est en prison. Et donc l'Algérie gagnerait, par l'aspect très emblématique qu'aurait la libération de Boualem Sansal, à aller dans cette direction. C'est encore possible. Moi je crois toujours qu'on peut aller chercher le meilleur. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, membre donc évidemment de ce comité international de soutien à Boualem Sansal. Merci infiniment. On est également avec Pascal Bruckner, philosophe, écrivain. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vous aussi bien évidemment membre de ce comité de soutien. Oui. On est à 6 mois maintenant, jour pour jour, de détention pour Boualem Sansal, pour votre ami. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Toujours cette colère, j'imagine. C'est un sentiment d'invraisemblance. Je pensais que l'affaire allait se résoudre très vite.
mais que la France allait faire le nécessaire. En réalité, le pouvoir s'est couché devant les dictats algériens. C'est un coup de force, c'est un kidnapping. Et Boualem est otage d'une relation pourrie entre la France et l'Algérie. Et ce qui a provoqué son enlèvement, c'est évidemment la reconnaissance de la tutelle du Maroc sur le Sahara occidental. Mais comment expliquez-vous que la France soit à ce point impuissante face à la détention de votre ami de Boualem Sansal? Ben, je ne l'explique pas. Je pense que nous sommes paralysés par le souvenir de la colonisation. Tous les pouvoirs depuis 1962 ont été inhibés par rapport à l'Algérie au nom du crime colonial. Mais au bout de 62 ans, il serait peut-être temps de tourner la page. Soit on fait une demande de pardon officielle et on passe à autre chose, mais Macron ne le veut pas. Soit on continue à gratter les plaies, et je pense que la vision de Macron sur l'Algérie était erronée dès le départ. Quand il a parlé de crimes contre l'humanité, il a voulu aligner le cas algérien sur la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire Algérie égale Shoah, c'est ce qu'a dit Jean-Michel Apathy, en disant qu'il y avait eu des centaines de radeaux sur glane en Algérie commis par l'armée française, ce qui est évidemment une comparaison totalement outrancière, mais Macron s'est trompé, et là il ne veut pas se dédire, et donc il est d'une timidité horrible. Ça veut dire qu'il est quelque part responsable de ce qui se passe aujourd'hui et de la situation pour Boualem Sansal? C'est le président. Il nous a assuré qu'il était personnellement soucieux du sort de Sansal. Il a dit que le pouvoir algérien se déshonorait. Là, c'était enfin une parole un peu courageuse. Et puis maintenant, c'est le mutisme, c'est le silence. Il intervient partout dans le monde, mais il n'intervient pas sur l'Algérie. Et on voit que Jean-Noël Barrot a beau être allé à Alger et faire amende honorable devant les hiérarques du pouvoir, eh bien le résultat est nul. Boualem est toujours prisonnier, et avec des soutiens comme ça, je pense que Boualem n'a plus besoin d'ennemis. Un mot sur un autre de vos amis, Kamel Daoud. Vous savez que le gouvernement algérien a émis 2 mandats d'arrêt internationaux contre lui. Là aussi, vous dites, c'est quoi? C'est un délit d'opinion? Oui, c'est un délit d'opinion analogue à ce qui se faisait dans l'URSS. Il faut bien voir que le pouvoir algérien, c'est la conjonction de deux traditions. La tradition soviétique, les Russes sont très présents, ont été très présents en Algérie pendant la décolonisation, et le sont toujours aujourd'hui, puisque Alger a aidé le groupe Wagner à chasser les Français du Mali. C'est une chose qu'on ne sait pas trop. Et donc, il y a la tradition soviétique et la tradition islamiste. Donc la conjonction des deux fait que le cas de Boualem Sansal et de Kamel Daoud est pour eux très aigu. Et c'est très révélateur de s'en prendre comme cela à des intellectuels, à des écrivains. Oui, c'est malheureusement une histoire assez ancienne, mais effectivement, les esprits libres doivent être châtiés. On ne peut pas leur permettre de continuer à écrire, à vivre impunément. Tous les Algériens opprimés viennent en France pour chercher l'ère de la liberté, mais la nomenclature algérienne aussi. Ils adorent être en France dans les beaux quartiers. Il faudrait faire une enquête très fouillée sur la nomenclature du pouvoir algérien en France, à Paris, sur la manière dont ils se font opérer dans les meilleurs hôpitaux, sans toujours payer leurs notes, d'ailleurs, si j'en crois les journaux. Et donc, l'Algérie est animée d'une rancune insatiable à notre égard, et le pouvoir français est animé d'une honte inexpiable vis-à-vis de l'Algérie, qui n'a aucune raison d'être, parce que tout ça appartient à l'histoire. Maintenant, il faut en finir avec la guerre des mémoires. Il n'y a aucune guerre, il n'y a rien à réconcilier entre l'Algérie et la France. Nous ne sommes pas fâchés, tout simplement. Est-ce qu'il vous arrive, Pascal Bruckner, alors vous évoquez certains éléments qui sont évoqués ici ou là, qui ne sont pas forcément totalement avérés, mais est-ce qu'en tous les cas pas prouvés à ce stade, mais est-ce que il vous arrive de vous sentir menacé? Vous me disiez tout à l'heure, votre ami Kamel Daoud, en fait, il a peur aujourd'hui. Kamel Daoud est menacé à juste titre. Il a peur, mais moi, non, moi je suis monsieur lambda, je suis plus menacé peut-être par des voyous en France que par... Non, puis le pouvoir algérien est très habile. Quand il y a eu la barbouzerie de l'influenceur algérien, ils ont enlevé un citoyen algérien opposant en France. Donc non, je ne me sens pas menacé. Et bon, j'ai l'âge que j'ai.
c'est pas mal d'être... non, pas du tout. Mais vous me disiez tout à l'heure, Kamel Daoud, aujourd'hui, lui, pour le coup, quand il se déplace, etc., il lui arrive d'avoir peur. Oui, il a peur, et je pense qu'il devrait avoir une protection, et je pense que Xavier Driancourt aussi devrait être protégé par le ministère de l'Intérieur, parce que c'est l'exemple du traître. Il a été 2 fois ambassadeur de France en Algérie, il l'aimait beaucoup, il s'est rangé du côté de l'ennemi, c'est-à-dire de la liberté. Et la liberté est un concept impensable pour le pouvoir islamisto-soviétique d'Alger. Donc tout est possible, c'est des barbouzes, hein. Ils utiliseront les méthodes de la terreur qu'ils ont utilisées d'ailleurs pendant la guerre d'Algérie, lorsqu'il y a eu les assassinats multiples entre militants du MNA, Mouvement National Algérien de Messali Hadj, et militants du FLN. Il y a eu 4000 morts et 12 000 blessés. Ça a été très bien recensé par Benjamin Stora. Si Boualem Sansal devait ne pas être libéré, évidemment nous craignons le pire, ce serait d'abord évidemment une terrible nouvelle, ce serait également un terrible affront pour le gouvernement français, pour l'État français. Ah bah oui, Macron prouverait son impuissance totale. Mais je n'ose même pas l'envisager, ce serait une déchéance pour nous. On va dire que la France n'est pas capable de protéger ses propres citoyens à l'étranger. Alors heureusement, derrière la France, il y a l'Europe. Et donc, s'il devait y avoir une extradition de Boualem Sansal, j'ai le sentiment que l'Italie ou l'Allemagne seraient les pays d'accueil. Et il faudrait des pays qui n'aient aucune histoire avec l'Algérie. La France a un passif, l'Allemagne aucun, ni l'Italie. Et... Vous avez encore espoir aujourd'hui de retrouver un jour ici sur le sol français, de partager peut-être un repas avec votre ami Boualem Sansal? Oui, bien sûr, on a tous l'espoir de faire des meetings et qu'il écrive le journal de sa détention. Mais là, la situation est grave et sa santé n'est pas très bonne. C'est un homme assez âgé et malade. Et puis, il n'est pas à l'abri d'une action surprise des factions algériennes opposées à Tebboune, qui viendraient l'assassiner à l'hôpital. Vous savez, ces pouvoirs sont capables de tout. Et ils diront qu'il a succombé à une crise cardiaque. Ça, c'était toutes les méthodes staliniennes, toutes les méthodes des soviétiques, et c'est tout à fait possible. Merci Pascal Bruckner. Voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions, évidemment. En tous les cas, ce rassemblement, voilà, qui est en train de se conclure ici devant l'ambassade d'Algérie en France, et les membres du comité de soutien international à Boualem Sansal sont évidemment plus mobilisés que jamais pour obtenir la libération de l'écrivain franco-algérien, 6 mois, encore une fois, on le répète jour pour jour, après son arrestation à l'aéroport d'Alger. Merci beaucoup Timothée Delem. Boualem Sansal, qui serait, selon nos confrères de Libération, aujourd'hui à l'hôpital Mustapha Pacha, l'hôpital proche d'Alger, où il serait sous supervision médicale et policière. Merci beaucoup et merci à Jean-Michel Blanquer et à Pascal Bruckner. Bonjour Jean-Baptiste Weber. Bonjour. Vous écrivez que le Maroc n'avait pas de frontières à proprement parler, mais des bandes aux contours imprécis. En quoi cette absence historique de frontières fixes rend-elle les relations actuelles avec l'Algérie particulièrement fragiles ? Eh bien parce qu'en fait les frontières dans cette région du monde n'ont toujours pas été tracées, ne sont toujours pas fixées, et donc c'est le lieu justement de toutes les oppositions entre les différents nationalismes marocains et algériens, auxquels en plus s'ajoutent des rivalités entre l'Union africaine et les influences occidentales qu'on trouve du côté du Maroc. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité, on ne va pas faire de la repentance, mais de la France, puissance coloniale, mais aussi acteur diplomatique actuel, dans la fixation problématique des frontières au Maghreb ? Alors, une part de responsabilité, d'une certaine façon. On peut aussi faire allusion à l'Espagne, qui a été positionnée dans cette région-là. Et en fait, entre ces deux puissances coloniales, déjà, les frontières n'étaient pas clairement établies. Et puis, effectivement, la France possédait un vaste territoire qui comprenait le Maroc et l'Algérie, et donc au-delà d'un certain point, d'une certaine latitude, la France n'a plus tracé de frontières. Alors à l'époque c'était plutôt administratif dans cette région-là, parce que c'était considéré comme des espaces de désert qui ne nécessitaient pas de frontières bien maîtrisées. Mais vous expliquez, c'est très passionnant dans votre livre collectif, donc avec David Perrier, qu'il y a certains espaces qui sont complètement désertés
Arctique, mais qui font l'objet de tensions très âpres. C'est notamment en Amérique latine les tensions qui existent autour du désert d'Atacama. Alors ça, oui, effectivement, ça peut paraître très étonnant. Le désert d'Atacama, ça a été une conquête chilienne au 19e siècle. À cette époque-là, le Chili était un petit pays enclavé, avait besoin de s'étendre, et notamment ça donnait un plus grand accès littoral, mais le désert lui-même comptait peu de ressources. Cependant, à partir de la fin du 19e et au 20e siècle, le désert est apparu comme riche en ressources naturelles, notamment beaucoup en cuivre, et donc avec cette évolution-là, c'est devenu un territoire, et le Chili est la première, ou l'une des premières puissances en termes d'exploitation du cuivre. Donc, dès l'origine, le Pérou et la Bolivie, qui étaient positionnés normalement dans l'Atacama, ont contesté la conquête chilienne, mais cette contestation est devenue de plus en plus féroce à mesure que l'Atacama devenait un lieu de ressources naturelles et d'enrichissement. J'ajouterais qu'il y a un problème vraiment de développement qui se pose en Bolivie, et notamment depuis les années 70, le développement de la mondialisation, qui passe beaucoup par les mers et les océans. C'est l'absence, l'enclavement de la Bolivie, qui n'a pas accès au littoral, alors que la Bolivie était le pays qui possédait l'Atacama à l'origine. C'est très intéressant ce que vous dites sur les mers et l'accès à la mondialisation, parce que est-ce qu'on n'a pas une clé d'un certain nombre de guerres, à commencer par la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, mais également aux guerres qui ont rythmé les années qui ont suivi la chute du mur de Berlin, en particulier au Moyen-Orient, avec la guerre d'Irak, les guerres d'Irak. Oui, effectivement, l'Irak était un pays qui... alors, c'était aussi pour acquérir les ressources pétrolières, mais pour agrandir... Et se rembourser de ce que Saddam Hussein avait permis à l'arc sunnite en faisant la guerre contre l'arc chiite, et il reprochait aux autres puissances sunnites de ne pas avoir payé l'effort de guerre. Voilà, ça s'inscrit dans la continuité d'un conflit dans les années 80, mais en plus, effectivement, il y avait l'idée d'élargir le littoral du pays, qui est très très étroit autrement. Pour ce qui est de la guerre en Ukraine, effectivement, là, la Russie a très peur, souhaite récupérer la mer d'Azov et récupérer une maîtrise la plus complète possible de la mer Noire, pour ensuite être vraiment dans une situation de monopole dans cette région et pouvoir s'imposer dans les négociations. J'ajouterais son intervention en Syrie aussi est liée à son souci de conserver ses bases sur la Méditerranée, sa fenêtre sur la Méditerranée. C'est le seul accès de la Russie à la Méditerranée, avec la base navale de Tartous en Syrie. Exactement. Vit-on, Jean-Baptiste Weber, un retour aux frontières? Oui, on peut présenter les choses ainsi d'un point de vue géopolitique, même si les frontières en réalité n'ont vraiment jamais disparu. Dans les années 90, avec le développement d'organisations supranationales comme l'Union européenne et puis aussi la mondialisation, il y avait cette idée qu'on allait pouvoir abolir les frontières grâce aux vertus de l'économie, du doux commerce, et grâce aussi à la constitution d'organisations supranationales qui permettaient, au lieu d'opposer les pays par les frontières, de développer leur collaboration. Bon, on connaît l'évolution actuelle des choses. L'Union européenne est toujours présente, bien entendu, avec les crispations cependant qu'on sait. La mondialisation, elle est très mise en difficulté, même si elle subsiste encore, bien sûr, sous divers aspects. Et par contre, c'est vrai que les conflits de frontières ont réémergé de façon très importante. Vous parlez de la Russie. La Russie, c'est dès 2008 que elle se lance dans des conflits qui sont tout à fait liés aux questions de frontières héritées perdues depuis 91. Est-ce que, justement, on ne vit pas paradoxalement un retour de la frontière avec ces événements-là qui montrent que les frontières, finalement, ne sont pas intangibles? Alors oui, en fait les frontières, c'est très juste, sont toujours le résultat de négociations. En général, elles viennent pour rétablir la paix, amener une solution à un conflit, souvent de puissance, ou en raison de convoitises de divers acteurs sur des ressources, ce genre de choses. Donc la frontière n'est pas intangible. Il y a un lieu, on en parle dans notre livre, très surprenant, où aujourd'hui même les frontières se développent, mais elles se développent pas. C'est matériellement impossible de façon rigide avec la construction de murs, mais elle se développe cependant parce que les États
ambitionne d'être dans ces endroits-là, c'est dans les mers en fait et les océans. Depuis les années 70, il y a une législation internationale qui a été prise justement pour essayer de limiter les tensions dans les mers et les océans sur les ZEE, zones économiques exclusives, cette idée que chaque État possède en principe 200 000 depuis son littoral. Et vous avez un chapitre sur les tensions en mer d'Asie méridionale entre la Chine et ses voisins, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, qui est édifiant. Avec une Chine qui a toujours tendance un petit peu à mordre sur ses frontières, en tous les cas, sur ses extrêmes maritimes. Et elle prend des cailloux, des îlots, notamment ce qu'on a vu. Ah oui, elle aménage des îlots, mais minuscules, où la vie humaine, en principe, n'est pas possible, en véritable base navale et militaire. Et qui lui permettent de faire reculer ses frontières. Alors, l'objectif est celui-là, sauf que la Cour pénale internationale a plusieurs fois rendu des avis favorables à ses adversaires, les Philippines, l'Indonésie, le Vietnam principalement. Mais la Chine, en fait, elle a une posture très historique aussi dans cette région-là, parce que la Chine, et ça depuis maintenant 3000 ans ou plus, c'est un peu l'Empire romain de la région. Donc, la mer dont on parle, c'est la mer d'Asie méridionale. D'ailleurs, on dit la mer de Chine du Sud, même nous, vu de notre côté. Du point de vue chinois, c'est une mer qui leur appartient, et ceci depuis toujours. Si on étudie un livre très intéressant sur les relations maritimes de la Chine dès le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, avec les États qui existaient déjà autour de cette mer de Chine, la Chine est une puissance hégémonique et il n'y a pas de véritable commerce, mais les États qui commercent avec elle lui apportent des dons, et la Chine en remerciement fait des contre-dons. Donc depuis toujours, il y a un rapport de vassalité à suzerain entre, en principe, c'est plus le cas aujourd'hui avec la règlement international, mais entre la Chine et ses voisins. Et donc la Chine veut rester sur cette posture-là. Mais ses voisins, maintenant, qui sont des États indépendants et qui aspirent à l'émergence économique, s'y refusent, parce que les ressources maritimes sont nombreuses et capitales. Vous avez employé un mot une expression qui était très importante tout à l'heure. Vous dites que souvent les frontières sont des résultantes de négociations qui établissent la paix. Précisément, on a voulu faire un monde sans frontières dans les années 90, à la suite de la guerre froide, de la fin de l'histoire, comme le disait le grand historien Francis Fukuyama, et on a associé l'idée de l'abolition des frontières avec l'idée de la paix. Or, à vous entendre, ce serait plutôt l'inverse. Alors j'aime bien cette idée, pourquoi pas, d'abolir les frontières, mais sans doute que c'était une vision de l'esprit. Le problème de savoir si c'est une idée jolie ou pas jolie, elle est vraie ou elle est fausse. J'entends bien. Au regard de la situation géopolitique actuelle, elle est clairement fausse. Les frontières, en fait, la façon qu'on a de frontiériser le monde est récente. Ça date du XVIIe siècle. C'est une notion juridique qui nous vient d'Europe, à l'issue d'un terrible conflit qui s'appelle la guerre de 30 ans. Ça fait un siècle et demi que l'Europe est à feu et à sang à cause des conflits de religion. Et là, les juristes européens, ils pensent la notion de frontière fixe de part et d'autre desquelles on va trouver des religions différentes. Par la suite, ça va correspondre à des peuples, plutôt à des nations. Mais voilà, il y a vraiment cette idée qu'il faut réussir à mettre un terme à ces conflits religieux pour lesquels on ne trouve pas de terme. Et par la suite, en fait, cette notion de frontière juridique va s'étendre au reste du monde, parce que les Européens vont coloniser le reste du monde et vont amener avec eux ce concept juridique qui aujourd'hui est approprié par tous les pays du monde, et chaque pays du monde veut le maîtriser. Mais donc c'est un concept juridique à l'origine visant à établir la paix et non pas à établir une domination. C'est certain. Mais le problème, c'est qu'après, les outils juridiques peuvent évoluer en fonction des conjonctures. Ce qui est très intéressant, c'est quelque chose qui permet d'établir la paix et non pas d'établir une domination. Une nation qui est dominante, qui est historiquement dominante, les États-Unis, se sont bâtis notamment sur le report à chaque fois de la frontière.
Oui, tout à fait. On a un chapitre qui... Donc on pourrait d'ailleurs interroger le rôle des États-Unis dans le concept même de mondialisation. Alors typiquement, les États-Unis sont ceux qui ont eu tendance à pousser cette idée qu'il fallait abolir les frontières pour que ce soit le tout économique qui prévale, mais parce que c'était dans leurs intérêts. Ils sont d'abord une grande puissance économique. Est-ce que c'est dans leurs intérêts, mais est-ce que c'est aussi dans leur gène? Est-ce que c'est dans l'histoire? C'est-à-dire que... Toujours repousser la frontière. Repousser la frontière, d'aller de l'ouest à l'est, de l'Atlantique au Pacifique. Les États-unis, à la fin du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle la côte est aujourd'hui. Et en fait, on a peu ça dans notre imaginaire historique, mais les États-Unis se sont dilatés de façon extraordinaire tout au long du XIXe siècle, au détriment de ceux qu'on appelle les nations amérindiennes ou les natives. Maintenant, c'est le terme consacré. Ces nations qui elles-mêmes vont devoir migrer régulièrement vers l'ouest, mais en fait, la colonisation européenne ne cesse d'avancer jusqu'à donc atteindre la côte ouest. Et au terme de cette évolution, qui va prendre à peu près un siècle, les États-Unis vont créer l'outil juridique des frontières intérieures avec les réserves amérindiennes. L'idée étant que une grande partie en fait des nations ne voulaient tout simplement pas de la civilisation occidentale, et donc à un moment donné, on s'est dit on va créer des frontières littéralement intérieures aux États-Unis pour que ces nations, à l'intérieur de ces frontières, pratiquent la civilisation qu'elles souhaitent pratiquer. C'est très intéressant parce que ça, c'est un autre aspect de votre livre. Et finalement, on se demande si, justement, la domination américaine n'a pas également importé une domination logicielle, même dans l'appréhension de ces phénomènes, y compris de ces phénomènes géopolitiques. C'est que moins il y a de frontières extérieures, dites-vous, plus il y a des frontières intérieures. Oui, d'une certaine façon, si vous abolissez les frontières extérieures, il va y avoir une rencontre qui va s'opérer entre différents peuples, différentes cultures, différentes religions, et parfois, malheureusement, ça peut créer à l'intérieur d'un même ensemble des différences qui peuvent apparaître ensuite comme des frontières. Ce qu'on voit avec les États-Unis, c'est que ces différences, elles étaient inconciliables. Je parle des différences entre la civilisation amérindienne et la civilisation européenne en expansion, et que donc les législateurs américains ont fini par décider de créer des réserves, mais qui sont des États dans l'État, véritablement, pour arrêter tout simplement les affrontements entre deux. Est-ce que je vous propose la question, est-ce que l'estompement des frontières extérieures ne conduit pas souvent à l'établissement de frontières intérieures? Je prends un tout autre exemple, mais est-ce que c'est pas ce qu'on a vécu au moment du Covid, où justement on n'avait plus les frontières et on a eu quand même des échanges de population, et à ce moment-là, on a imposé le confinement? Oui, on peut voir les choses ainsi. Moi, ça me fait penser à un autre chapitre, c'est sur Chypre. Finalement, Chypre, c'est un État qui, à quelques époques de son histoire, a eu son indépendance et donc ses propres frontières, mais Chypre était l'objet de rivalité entre des grands empires, et ça depuis des millénaires. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois, un empire annexait Chypre ou un autre, on se disputait la possession de l'île. Quelle est la situation à laquelle on est arrivé aujourd'hui, et qui remonte parfois, qui remonte à loin, c'est que l'île en fait a une frontière intérieure. Et c'est la frontière intérieure, c'est les Chypriotes eux-mêmes voudraient unifier leur île, mais la frontière intérieure repose sur une opposition civilisationnelle et aussi de puissance qui remonte très loin. On pourrait dire des frontières faussées, là. Qui sont des frontières faussées et qui sont un équilibre de puissance qui ne correspond pas à l'aspiration nationale des Chypriotes. Très rapidement, je suis désolé, le temps file, c'est absolument passionnant de vous écouter. Comment comprendre la frontière autour de Gaza? Est-ce seulement une ligne territoriale, ou c'est une ligne sacralisée par la peur, la mémoire, l'idéologie? La frontière autour de Gaza, c'est un territoire qui a une vraie
cohérence depuis les pharaons. C'est-à-dire que c'est vraiment une vraie cohérence géographique. Oui, une vraie cohérence géographique et disons géographie physique et de géographie humaine. Culture, oui, voilà, en termes de géographie humaine. Hein, donc c'est vraiment bon. Donc ce territoire, il est historiquement très très ancien et donc sa géographie est très ancienne. Là, les frontières dont vous parlez, ça découle davantage d'un processus qui se poursuit, et ceci depuis la fin du 19e siècle, qui est celui de la colonisation israélienne. Et finalement, les frontières qu'on trouve dans cette région du monde aujourd'hui, il y en a certaines qui ont été négociées au niveau international, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont des frontières en mouvement permanent, et Gaza en fait partie. Et également, vous revenez sur l'Afrique en expliquant que les frontières africaines, personne ne les a contestées et ça aurait été une catastrophe d'abolir celles qui ont été héritées de la colonisation. C'est absolument passionnant. Tracer les frontières, des histoires de cartes au cœur des conflits contemporains. Vous serez passionné autant qu'on l'a été en écoutant Jean-Baptiste Weber. C'est un livre écrit avec David Perrier, qui est également professeur d'histoire. Avant de se quitter, je vous rappelle que je vous donne rendez-vous à partir de 9h30 dimanche pour une nouvelle émission spéciale. Habemus Papam. La pace sia con tutti voi. Bienvenue au Vatican, bienvenue dans l'histoire. Émission spéciale animée par Damien Canivez. Rendez-vous 9h30 dimanche sur le Figaro TV.